temps immémoriaux, l'être humain scrute le ciel à la recherche de réponses sur sa place dans cet univers si vaste. S'il a longtemps cru qu'il était le centre de ce dernier, l'homme a intuitivement compris l'immensité du monde au-delà de ses perceptions sensorielles. À l'occasion, des objets lumineux, des bolides étranges ou des étoiles au mouvement bizarre sont venus bousculer sa vision d'un ciel qu'il croyait immuable. Ces observations, très souvent de phénomènes naturels mal compris, l'ont fait spéculer sur la nature du monde qui l'entoure. Les comètes en sont un exemple éloquent. Si pour Aristote, elles constituaient un phénomène atmosphérique, les diverses traditions les percevaient souvent comme un présage de très mauvais augure. Il faudra attendre les recherches de l'astronome Tycho Brahe en 1577 pour comprendre le caractère extraterrestre de l'événement. On le sait maintenant, les comètes sont des morceaux de glace qui, en s'approchant du Soleil, fondent et lui confèrent son impressionnante robe. Avec leur ellipse très excentrée, elles n'apparaissent que sporadiquement. Si nous comprenons maintenant la nature réelle de beaucoup de phénomènes, certains autres, corroborés par des écho-radars incroyables et des témoins multiples d'événements hors normes, laissent croire à la présence d'une technologie bien au-delà de celle que nous avons et dont l'origine ne peut être terrestre. Les preuves s'accumulent et laissent entrevoir que nous sommes visités par des êtres d'un autre monde. En ce mois de décembre, sur cette route déserte du Texas, la nuit était humide et froide, et les deux femmes augmentèrent le chauffage. C'était en 1980, peu après Noël. Les passagères de la voiture, accompagnées d'un petit garçon de 7 ans, avaient dîné à 25 km de Houston et rentraient chez elles. L'enfant remarqua soudain dans le ciel quelque chose d'étrange. Une lumière éblouissante glissait dans leur direction, juste au-dessus de la ligne des pins. Petit à petit, la lumière prit l'aspect d'un objet brillant en forme de losange. Des flammes s'échappaient de la partie inférieure. Jamais, en 51 ans, Betty Cash, la conductrice, n'avait vu pareille chose. Pas plus que Vicky Landrum, 57 ans. Cette dernière serra contre elle son petit-fils Kobe, alors que l'objet ralentissait et planait au-dessus de la route. Betty Cash arrêta la voiture, et tous les trois observèrent le phénomène, muets de stupeur. L'engin continua sa course sur une 50aine de mètres, tout en émettant un son aigu et discontinu. La curiosité l'emporta sur la peur. Les deux femmes descendirent de voiture pour mieux voir et le petit garçon rappela sa grand-mère rapidement. L'objet irradiait une telle chaleur que Betty Cash dut ouvrir la poignée de la portière avec son manteau pour ne pas se brûler. L'engin commençait à prendre de l'altitude et à s'éloigner lorsqu'un événement encore plus étrange se produisit. Une escadrille composée d'une bonne vingtaine d'hélicoptères, pour la plupart des appareils lourds à double rotor, analogues à ceux qu'utilise l'armée, apparut et dans un fracas étourdissant, tenta d'encercler l'objet. Celui-ci prit de la vitesse, poursuivi par le groupe d'hélicoptères, et nos trois automobilistes essayèrent de suivre en voiture. Vu sous un autre angle, l'objet volant avait la forme d'un cigare, long cylindre éblouissant de lumière. Il finit par disparaître, suivi de près par les hélicoptères. Betty Cash déposa ses passagers chez eux et regagna son domicile. Elle commençait à se sentir mal. Au cours des heures qui suivirent, des cloques, des nausées et des diarrhées apparurent chez les trois témoins comme à la suite d'une insolation. Chez Betty Cash, les symptômes furent particulièrement aigus, sans doute parce qu'elle s'était exposée plus longtemps au rayonnement de l'objet. Malade et affolée, elle s'adressa à un médecin qui l'envoya aussitôt à l'hôpital, où elle resta 2 semaines pour y soigner ses blessures. Plusieurs jours s'écoulèrent avant que les médecins apprennent de la bouche du jeune Kobe l'origine de ses blessures. Les enquêteurs se sont penchés sur cette affaire pendant des années, sans parvenir à une conclusion sur la nature de l'objet volant ou même à retrouver la moindre trace des hélicoptères d'allure plus terrestre. Bien que d'autres témoins aient rapporté qu'ils aient vu cette nuit-là une lumière aveuglante et des hélicoptères à double rotor, les bases militaires des environs nièrent
avoir envoyé de tels appareils en mission au cours de cette nuit particulière. Le gouvernement américain fit savoir qu'il n'avait aucune part dans cet événement et Betty Cash, Vicky Landrum et son petit-fils se retrouvèrent avec des blessures et face à une histoire sans dénouement. Il est facile de nier ce genre d'événement, mais devant le réel désarroi des témoins et les preuves physiques en découlant, il faut se rendre à l'évidence. Des observations mystérieuses dont on ne connaît pas l'origine sont effectuées aux quatre coins du monde. Ces expériences remettent en question notre compréhension du monde et ouvrent des pistes de réflexion sur notre place dans l'univers et sur le but de ces visiteurs inaccessibles. L'incident baptisé Cash Landrum, un parmi tant d'autres du même genre répertoriés chaque année, est typique des témoignages relatifs à des objets mystérieux traversant le ciel comme des éclairs et parfois se posant sur Terre. À l'occasion, des êtres sont vus sortant de ces engins. C'est ce qui s'est passé pour 62 écoliers au Zimbabwe. Le 14 septembre 1994, quelques observations d'OVNI furent rapportées dans toute l'Afrique australe, au cours desquelles de nombreux témoins décrivent une boule de feu brillante traversant le ciel nocturne. De nombreuses personnes avaient alors appelé la Compagnie nationale de radio-télédiffusion ZBC Radio. À 10h du matin, le 16, à l'école Ariel, une école de Roua, ville non loin de la capitale du Zimbabwe, un incident pour le moins surprenant se déroula, alors que les élèves se trouvaient à l'extérieur de leur école. Les enfants voient alors un ovni atterrir et des extraterrestres aux grands yeux dans la brousse près de la cour de récréation de leur école. Les professeurs de l'école étaient, eux, réunis à l'intérieur à ce moment-là. Affolés, tous les enfants rentrent en courant dans l'école. Les professeurs, tout d'abord surpris et ne croyant pas les enfants, voient bien qu'un événement hors de l'ordinaire s'est déroulé puisque tous les enfants racontent la même chose et qu'aucun n'est resté à l'extérieur. La totalité de l'observation aurait duré une quinzaine de minutes. Lorsque les enfants sont retournés en classe, ils ont raconté aux enseignants ce qu'ils auraient vu, mais n'ont pas été crus. 2 mois après les faits, John Mack, le célèbre pédopsychiatre américain de Harvard, se rend au Zimbabwe pour questionner les enfants. Écoutons maintenant certaines de ces entrevues et rencontres des enfants et des professeurs avec John Mack. Something scared you, is that right? Yes. What scared you? The noise. What noise? The noise that we heard in the air. You heard a noise in the Yes. air? What was it like? Like a roar or a buzz or a hum or what kind of a noise? It was like someone was blowing a flute. It was scary myself. It was scary because you saw something yourself? Yes. I saw little objects hovering. It was quite big actually, and then there was little ones all around it. We saw something silver, and then we quickly ran to the logs, and we saw a silver thing, and we saw a man standing next to it. What did it feel like when he was looking at you? I felt scared. It felt scared? What was scary about it? Well, I felt scared because I've never seen such a person like that before. Did you see the eyes? What did they look like? They were going like that. Where was the pointy part? Was the pointy part in here or was the pointy part out there? Up there. And what was the feeling when you looked at the eyes? It was scary. Mm-hmm. And what scary? Why? What made it scary? The eyes looked evil. Evil. Mm-hmm. And what was evil about them? Say what you mean by evil. It looked evil because it was just staring at me. With what? Staring at you as if what? As if to do what? As if it wanted to come and take us.
as if it wanted to come and take you. That was the feeling you got? That it wanted you to go with it? Did you feel like you wanted to go with it? No. Did you feel, what was the effect on you when you felt it wanted to have you go with it? I just walked away and I started crying. They came running up here in such a panic. And, I mean, even if we had staged it, they could not have run all together like that. Even if we practiced it, I don't know how many times. But they came up here like a living snake. And they just came, we were in a staff meeting and we just heard them screaming, ah! And then they were here, you know, and a child can't make that up. I was very skeptical in the beginning as well. I believed that they'd seen something, but I wasn't prepared to accept that it was anything supernatural or anything like that. But I think the consistency of what's been going on indicates that it was more than I was prepared to admit in the beginning. So both of them were running. One was running in the trees, and the other one was running across the ship, because there were also trees here. Mm-hmm. The eyes were like more pointed as they came in toward the center of the head, is that? No, more circular. And this was all black in here. All black. Now you've made pupils. Did they actually have pupils or white? What? The pupils were white like that. You saw white in the center? Yes, like that. Was he near the silver object, or was he far from? No, on top. On top of the silver object. Okay. And did you look at him? Yes. Did he look at you? Yes, then he gave me the creeps, then I stopped looking. Gave you the creeps. Actually, in your drawing, you showed him standing up, didn't you? Yes, I had to draw him standing up because I couldn't draw him sitting. What I thought was maybe the world's going to end. Maybe they're telling us the world's going to end. Why do you think they might want us to be scared? Because maybe because we don't look after the planet the area properly. Mm-hmm. And is this an idea that you have had before, that we don't look after the planet properly in the air, or did this idea come to you when you had this experience? When I had this experience. Mm-hmm. And how did that idea come to you from this experience? This is a little hard, but try to be with me here, okay? How did this idea come to you when you had this experience? I just felt all horrible inside. You felt horrible. At what point did you feel that? When you saw the craft, or when you got home at night? Or when I got home. You had that horrible feeling when you got home? Yes. And say more about that horrible feeling, Lisa. What was it like? It was like in the world, all the trees will just go down and there will be no air and people will be dying. Mm-hmm. And those thoughts came to you. Had you had those thoughts before this experience? No. No. And how did those thoughts come to you? Did they come to you from the craft or from the man? The man. And did the man say those things to you? How did he get that across to you? Well, he never said anything. It's just that the face, just the eyes. What was the sense you got from those eyes? He was interested. They describe these experiences or these events like a person talks about something that has happened to them. And when you're talking with a psychotic who's telling you something and it's a delusion and you feel that it really didn't happen, I can tell. I mean, I know this is something that a person wants me to believe, or they're frightened, or they're distorting reality in some way. There's nothing like that here. These are people of sound mind, by and large, telling me something that's they know that I might think they're crazy, and so they're a little concerned about telling me, and
and they're very full of questioning themselves and doubt, and I mean and then they describe something very real and intense, a light or something happened to their body, or it's the whole quality of the way they talk about it is the way a person talks about experience that happened to them. La conclusion de John Mack est formelle. Les enfants ont vu ce qu'ils disent avoir vu. Cette expérience extraordinaire et en plein jour est l'une des plus probantes, avec de multiples témoins racontant la même chose. Si un scepticisme honnête est de bonne aloi, il faut tout de même se rendre à l'évidence. Des contacts rapprochés ont parfois lieu et laissent entrevoir une évolution et un contact de plus en plus rapprochés entre ces êtres et les humains. Mais que veulent-ils? D'où viennent-ils? Ces questions sont encore sans réponse. Ces contacts directs avec les humains ne sont pas nouveaux. L'affaire Betty et Barney Hill est l'une des premiers cas d'enlèvement extraterrestre médiatisés. Dans la nuit du 19 au 20 septembre 1961, ce couple américain affirme avoir été enlevé par des extraterrestres alors qu'ils rentraient de vacances dans le New Hampshire. Ils racontent avoir vu une lumière étrange dans le ciel qui se serait rapprochée de leur voiture. Sous hypnose, ils décrivent des créatures humanoïdes les emmenant à bord d'un vaisseau spatial où ils auraient subi divers examens médicaux. Des éléments troublants, comme des traces physiques et des souvenirs flous, ainsi qu'un temps manquant, renforcent leur affirmation. Les détails de leurs témoignages, partagés plus tard dans un livre et dans les médias, ont suscité un intérêt immense pour le phénomène des enlèvements extraterrestres. Le cas Betty et Barney Hill est devenu une référence en ufologie, contribuant à modeler l'imaginaire collectif sur les rencontres rapprochées. Certaines autres rencontres, par contre, sont très différentes du modèle classique d'enlèvement, mais forgent pourtant notre compréhension du phénomène dans son ensemble. Le cas de Travis Walton en est un exemple éloquent. Nous sommes le 5 novembre 1975, près de Snowflakes, en Arizona. Travis Walton, alors âgé de 22 ans, travaillait comme bûcheron avec une équipe de 6 autres hommes dirigée par Mike Rogers. Vers la fin de leur journée de travail, alors qu'ils rentraient en camion, ils aperçurent une étrange lumière brillante à travers les arbres. En s'approchant, ils virent un objet lumineux et flottant, qu'ils décrivirent comme un disque volant suspendu dans les airs. Walton, fasciné, sortit du camion pour s'en approcher, malgré les avertissements de ses collègues. Selon le récit de Walton et des membres de son équipe, il s'approcha à une quinzaine de mètres de l'objet avant qu'un faisceau de lumière ne le frappe violemment. Ses collègues, pris de panique, prirent la fuite en croyant qu'il avait été tué. Quelques minutes plus tard, l'équipe décida de revenir sur les lieux, mais Walton avait disparu. Cette disparition a déclenché une enquête policière, car ses collègues, bien que très perturbés, étaient suspectés par les autorités d'avoir tué Walton. Ils passèrent même un test au détecteur de mensonges, qu'ils réussirent tous, ce qui renforça la crédibilité de leur récit auprès du public. Walton réapparut 5 jours plus tard, dans un état de déshydratation avancée, visiblement désorienté, à environ 15 km du lieu de sa disparition. En plus de raconter la même histoire que ses collègues, il affirma s'être réveillé dans une pièce au mur métallique, entourée de créatures humanoïdes à la peau pâle et aux grands yeux. Effrayé, il prétend s'être échappé de cette pièce pour se retrouver dans un autre endroit où des êtres ressemblant davantage à des humains l'auraient rassuré avant de le renvoyer sur Terre. Son récit devint le point central du phénomène d'enlèvement extraterrestre, et il subit divers tests psychologiques et médicaux pour appuyer son témoignage. Walton et tous les membres de son équipe n'ont jamais changé de version et ont toujours raconté la même histoire. Ce genre d'expérience
nous oblige à revoir notre vision du monde et élargir notre réalité. Ce que nous savons, ou plutôt ce que nous croyons savoir sur le monde qui nous entoure, est basé tantôt sur la tradition, sur les croyances, sur les expériences ou sur la science. On le sait maintenant, chacun de ces aspects a ses propres limites et ouvrir notre esprit à une perception plus large des choses est primordial pour mieux comprendre le monde dans lequel on évolue. Au cours de l'histoire humaine, nous avons limité notre compréhension du monde en fonction de nos croyances et de nos connaissances du moment. Toujours désireux de mettre de l'ordre dans ce monde et d'en comprendre les rouages, nous avons restreint notre imagination en déterminant le possible et l'impossible, la limite entre les deux semblant infranchissable. À titre d'exemple, en 1903, le docteur Simon Newcomb, l'un des astronomes les plus reconnus du XIXe siècle, écrivait un article démontrant que l'homme ne pourrait jamais faire voler un objet plus lourd que l'air. En 1926, le docteur Alexander William Bickerton présentait ses travaux à l'Association britannique pour l'avancement de la science. Il partageait alors sa profonde conviction, preuve à l'appui, qu'il ne serait jamais possible d'avoir l'énergie suffisante pour mettre quelque chose en orbite. Enfin, en 1941, les travaux du très réputé Dr. John Williams, alors professeur d'astronomie, prouvaient, calcul à l'appui, qu'il serait impossible d'envoyer un satellite sur la Lune. Malgré toutes leurs connaissances, ces trois scientifiques, les meilleurs de leur époque, avaient complètement tort. Fort de ces exemples, il est temps de comprendre que nos connaissances actuelles ne nous permettent pas de comprendre l'ensemble du phénomène ovni et extraterrestre. En effet, si certains schémas cohérents sont perceptibles dans beaucoup d'expériences, certaines autres sont si étranges qu'elles laissent entrevoir toute la complexité du phénomène. Les événements de Kelly Hopkinsville, survenus en 1955 au Kentucky à la famille Sutton, en sont un exemple éloquent. Cet événement si étrange mais très crédible nous questionne sur l'origine de ces entités venues d'ailleurs. Le 21 août 1955, la famille Sutton, 8 adultes et 3 enfants, ainsi que Billy Ray Taylor, un ami de la famille, sont réunis dans la ferme familiale. Vers 19h, Billy sort chercher de l'eau au puits et aperçoit alors un objet métallique et brillant qui plane doucement au-dessus de la ferme, puis finit par disparaître derrière un vallon. Rentrant rapidement dans le bâtiment, il raconte son observation aux autres, qui n'en croient pas un mot et ne prennent même pas la peine de sortir pour aller vérifier ses dires. Quelques minutes plus tard, le chien de la famille, resté à l'extérieur de l'habitation, commence à aboyer frénétiquement et finit par se réfugier sous la maison, manifestement terrorisé. Intrigués, Billy Ray et Lucky Sutton sortent et inspectent les environs. Rapidement, ils aperçoivent une lueur derrière les forêts entourant la ferme, cette lueur semblant se déplacer vers eux. Au bout de quelques secondes, ils distinguent une petite créature de type humanoïde, mesurant près d'1 mètre, pourvue de grandes oreilles en pointe et de 2 yeux émettant une forte lumière jaune, se dirigeant vers la ferme. Pris de panique, les 2 hommes rentrent dans la ferme et ressortent après s'être armés d'un fusil de chasse et d'un revolver. Retrouvant la petite créature à quelques mètres de la bâtisse, ils lui tirent dessus à bout portant. La créature se contente de basculer en arrière en émettant un étrange bruit métallique et court se cacher dans les buissons. Après avoir scruté les environs plusieurs minutes durant, Billy Ray Taylor et Lucky Sutton décident de retourner à l'intérieur de la ferme. À peine rentrés, ils aperçoivent une autre créature les observant à travers une des fenêtres. Ils lui tirent également dessus, à travers la fenêtre. Ressortant, pour vérifier qu'ils l'ont effectivement touché, Billy Ray et Lucky découvrent une autre créature perchée sur le toit et encore une autre juchée sur un des arbres jouxtant la maison. Ouvrant de nouveau le feu, les 2 hommes voient les créatures flotter jusqu'au sol au lieu de tomber. Pendant plus de 3 heures, les étranges créatures continuent d'apparaître, d'encaisser les décharges d'armes à feu et de flotter sous les yeux des 12 témoins. Vers 23 heures, les témoins, complètement terrifiés, décident d'abandonner la ferme et fuient en voiture vers le commissariat d'Hopkinsville. Là, ils sont accueillis par le shérif qui, devant l'évident état de panique des Sutton,
décide rapidement de retourner à la ferme avec des renforts. Une fois arrivé sur la propriété des Sutton, il constate la réalité de la fusillade qui s'y est déroulée, nombreux impacts de balles sur l'ensemble du bâtiment. À 2h15, après un examen minutieux de la ferme et de ses environs et n'ayant trouvé trace d'aucune petite créature, le shérif et ses hommes quittent la propriété des Sutton. Vers 3h30, les créatures refont leur apparition autour de la ferme. Jusqu'à l'aube, les témoins continuent de subir les assauts des petits humanoïdes, qui semblent insensibles aux nombreux tirs dont ils font l'objet. Ils disparaissent finalement au petit matin, sans plus jamais réapparaître. Le shérif d'Hopkinsville attestera de la réalité de la fusillade sur la propriété des Sutton, ainsi que du réel état de panique des témoins et de leur état de sobriété. Les membres de la famille Sutton ne changèrent jamais de version et ne se contredirent jamais lors de leurs interrogatoires, même plusieurs années après les faits. Aucun témoignage indépendant ne viendra corroborer les affirmations de la famille Sutton et aucune trace du passage des supposés humanoïdes ne sera trouvée. Ceci donna l'idée à Renaud Leclay, membre du comité nord-est des groupements ufologiques, de proposer que la ferme des Sutton ait été attaquée par un groupe de rapaces nocturnes particulièrement agressifs, tels les hiboux grand-ducs d'Amérique, défendant leurs petits. Cette hypothèse permet de rendre compte de la grande majorité des éléments de ce cas, les autres détails pouvant être attribués au manque de fiabilité du témoignage humain. Si certaines théories ont souhaité discréditer le récit des Sutton, leur caractère panique et la réalité de la fusillade donnent à ce récit une crédibilité importante. Nous ne saurons jamais ce qui s'est déroulé à la ferme de la famille Sutton, mais tout porte à croire qu'une expérience hors norme s'y est déroulée. La panique, la fusillade et la sobriété très évidente de tous les témoins attestés par les policiers donnent foi à ce récit. John Mack, ce célèbre psychiatre que nous avons vu lors des entrevues des enfants au Zimbabwe, est également connu pour ses travaux sur les expériences d'enlèvement extraterrestre. Mack, initialement sceptique sur ces expériences, étudia de nombreux cas pour en arriver à la conclusion que le phénomène était bien réel. En disant réel, il confirmait qu'une partie de l'expérience était clairement ancrée dans le monde physique. Par contre, il sous-entendait aussi qu'une autre était possiblement de nature non physique, mais tout aussi réelle pour la conscience de la victime. John Mack, un peu comme Jacques Vallée, démontrait alors qu'il fallait peut-être revoir notre notion de la réalité et l'agrandir, sans quoi nous ne pourrions jamais réellement comprendre le phénomène OVNI. Nous voilà au terme de cette première étape dans un voyage fascinant à la frontière de l'inconnu. Les indices sont là, dispersés à travers les âges et les civilisations. Des formes étranges dans le ciel, des structures défiant notre compréhension et ces messages énigmatiques qui semblent graviter autour d'une seule cible, notre Terre. Les faits convergent vers une certitude troublante. Nous sommes observés. Mais par qui? Pourquoi? Qu'attendent-ils de nous, ces visiteurs venus d'ailleurs? Sont-ils bienveillants, porteurs d'une sagesse que nous ne pouvons pas encore saisir? Ou au contraire, leur présence annonce-t-elle un bouleversement que notre espèce n'est pas prête à affronter? Une chose est claire, le mystère reste entier, insondable et vertigineux. Peut-être que le véritable obstacle à la compréhension n'est pas leur langage, leur technologie, ni leur dessin, mais nos propres limites. Car la question n'est plus de savoir s'ils sont là, mais ce que nous ferons lorsque le contact inévitable deviendra réalité. Nous ne sommes qu'au début d'une histoire qui dépasse l'imagination et redéfinit notre place dans l'univers.